Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'en as pas, ça sent la merde. Je fais partie des gens on dirait, classe moyenne, qui n'a pas spécialement de bateau avec combien de moteurs derrière. Non, non. Il y a les riches visibles et les riches non visibles. Qui sont les riches? Comment ont-ils réussi à faire fortune? Comment dépensent-ils leur argent? C'est tout de suite dans Zone d'ombre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Zone d'ombre. Vous pouvez dès maintenant réagir sur le Twitter de l'émission #Zombre. On les admire, on les envie, mais en même temps, ils agacent les riches. Ils ne sont pas les plus visibles, pourtant dans notre île des riches, il y en a. Quelques-uns figurent même dans le classement des plus grandes fortunes de France. Certains ont réussi à faire prospérer un héritage familial, d'autres ont bâti un empire en partant de rien. Quelle est la clé du succès? Être riche, mode d'emploi, c'est l'enquête de Zone d'ombre. Bienvenue chez Vincent Osier-Lafontaine. Non, c'est par ici. Alors ça c'est le jardin. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des photos de mariage ici sur le petit pont là-bas. Une maison idéalement placée au Cap Est sur un terrain de 6 000 m². Une villa luxueuse. Là c'est un aquarium, mais c'est le jour n'est pas très propice pour voir. C'est le soir, c'est magnifique. Parce que le jour ça fait miroir. On voit pas bien. La Martinique, 400 000 habitants, 12% vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est plus qu'en métropole, et pourtant c'est l'un des départements qui compte le plus de riches en France. L'ISF, ou impôt sur la fortune, est l'un des principaux indicateurs de richesse. Tout contribuable ayant une fortune supérieure à 1,3 million d'euros est contraint de le payer. Et qui figure dans le top 10 du plus grand nombre d'imposés à l'ISF? La ville de Fort-de-France. Moyenne du patrimoine, 2,5 millions d'euros. Cap sur les marinas de Fort-de-France. C'est ici que l'on trouve aujourd'hui les plus beaux bateaux de l'île. Des Bertram de 50 pieds ou des offshore, tout est bon pour en mettre plein la vue. Les propriétaires de ces bateaux vivent souvent à l'abri des regards un peu plus loin sur la côte. Schœlcher, Casse-Pilote, ces communes regroupent des gens fortunés. Comme ici au lotissement La Caraïbe, bien connu pour ses villas de rêve, dont le prix peut atteindre des millions d'euros. Des personnes qui ont fait fortune en Martinique durant le siècle dernier en partant de rien, il y en a beaucoup. Parmi les plus connus, le groupe Oyowen. Le grand-père Hong Fook débarque de Chine avec son épouse. Il démarre en tenant une épicerie au Terre-Saint-Ville. Il monte ensuite une entreprise de pièces détachées. Les enfants et les petits-enfants développent le groupe qui devient le premier employeur privé de l'île, avec 1900 employés. Le groupe Ayot qui est le deuxième employeur privé de l'île, avec 1700 salariés. En troisième position, le groupe Parfait, avec 1600 salariés en Martinique. Jean-Michel Egésip fait partie des rares qui ont bâti un empire en un quart de siècle. Arrivé en Martinique dans les années 80 en tant qu'informaticien, il profite de l'opportunité du démarrage du système de traitement des cartes bleues, puis des premiers pas de la téléphonie mobile. Il rachète Outre-mer Télécom au Martiniquais Laurent Desportes, conserve 23% de l'entreprise, évaluée en juin dernier à 430 millions d'euros. Si le travail est important, ce n'est pas forcément la clé du succès. Patrick Fabre démarre à zéro. C'est un travailleur, mais il a une qualité qui est le secret de sa réussite, son intuition. Il n'hérite pas d'une richesse qui lui tombe du ciel. Il travaille, mais il profite d'une opportunité économique qui est celle de l'arrivée du hard discount. Lui y croit, d'autres n'y croient pas, et c'est lui qui a raison. Mais c'est une opportunité. Et là, on n'est pas dans il est riche, donc il gagne forcément à tous les coups, mais il est plus intelligent que les autres,
il gagne à tous les coups. C'est pas pour me vanter, mais un minimum d'intelligence, hein, parce que j'ai pas de diplôme, puisque j'ai quitté l'école à 14 ans, mais il faut pas confondre l'instruction et l'intelligence. Bon, j'avais sous mes ordres des experts comptables, hein, que j'engueulais. Mais elle travaillait, beaucoup travaillé. On parle de 35 heures, nous c'était 70-80 heures par semaine. Et mon épouse et moi, on a beaucoup travaillé. Et puis il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre de côté. Quand j'ai quitté l'école à 14 ans, vous pensez bien à 14 ans, on n'a pas de diplôme. J'ai commencé comme domestique sur un bateau. Et j'ai acheté une vieille camionnette. Et j'ai commencé à travailler avec ma vieille camionnette. Par exemple, je me réveillais à 5 heures du matin pour aller livrer du pain. J'ai pris mes premières vacances à 58 ans. J'ai pris une semaine de vacances, j'avais 58 ans. Une vie professionnelle accomplie, station-service, supérette et les célèbres galeries La Fontaine. Tout cela sans aide. Alors lorsqu'on demande à Vincent Osier-La Fontaine si la réussite est liée à l'hérédité, il a un point de vue bien tranché. Mon père est mort, j'avais 6 ans. Alors ce qui veut dire, j'étais orphelin, bâtard, sans instruction. Mais il faut avoir la volonté. Le tout, c'est d'avoir l'idée. L'idée d'être bien organisé. Parce que nous voyons des métropolitains qui sont arrivés ici depuis, ils ont 15 ans, 20 ans, des fois moins, qui sont arrivés avec l'idée, avec un concept qui leur a permis de très bien s'établir et d'être très très aisés, quoi. C'est un peu l'histoire des frères Lozéa. Un jour, Thierry a une idée, le chocolat. Quand j'ai quitté mon premier emploi, avec 2 autres amis qui étaient ingénieurs agroalimentaires, nous avons eu l'idée de nous acheter une enrobeuse et de nous amuser à faire des chocolats en fête de fin d'année pour quelques amis proches, parents. Et à partir de cela, effectivement, l'idée, la première année, on a travaillé 1 semaine, deuxième année 2 semaines, troisième année 3 semaines, et puis la 4e année, il a fallu effectivement bloquer 1 mois complet au mois de décembre. Et là, forcément, il fallait prendre une décision pour savoir qui d'entre nous, donc ça se passait en 1999, qui d'entre nous allait se lancer à temps plein dans la chocolaterie. Finalement, 4 ans plus tard, Thierry et Jimmy, son frère, décident de se lancer. C'est le début de l'aventure des chocolats Lozéa. En 2013, ils obtiennent 4 tablettes au Salon international du chocolat. Le raffinement de la marque est reconnu à travers le monde. Peut-être qu'on pourrait rajouter un chocolat Équateur, à la nature. Comme il a une bonne longueur en bouche, c'est parfait. Et s'ils se défendent de gagner beaucoup d'argent, car tout est fait de façon artisanale, les perspectives de croissance de cette PME font rêver. Après Saint-Barth, les frères Lozéa ont le souhait d'ouvrir des magasins dans les plus grandes villes du monde, Londres, Genève ou encore Tokyo. Si la passion du chocolat et surtout la gourmandise de Thierry lui ont permis un premier succès, pour d'autres, c'est la passion du sport, comme Loïc Rémy ou encore Ronny Turiaf. Tu peux pêcher là ou pas? Hein? Tu peux pêcher là? Il y a des petits trucs marrants par là à voir. Ah, pas mal, après. Celui-ci, vous le connaissez sûrement. Double champion d'Europe, double champion de France, Simon Jean-Joseph. Une passion qui démarre par un drame, le décès de son frère Alphonse lors du Grand Prix de Martinique. Simon a tout juste 14 ans. Il faut alors convaincre parents, mais aussi banques, de le suivre dans cette aventure et de l'accompagner au plus haut niveau. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Beaucoup de coups, parce qu'il faut sans arrêt se remettre en question, et je crois que c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Le rallye automobile est un sport qui nécessite beaucoup d'investissement. Tel un chef d'entreprise, Simon prend des risques. J'ai gagné ma vie au travers du sport auto, mais avant de gagner ma vie, j'ai d'abord pris beaucoup de risques, dépensé ce que j'avais et ce que je n'avais pas, avant enfin de pouvoir en vivre. Mais la limite est, je veux dire, je suis pas passé loin, hein. Ça aurait pu passer, c'est passé du bon côté, mais ça aurait pu passer du mauvais côté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de m'endetter et de ne plus pouvoir payer mes dettes. C'est plus embêtant, ça. Il faut savoir une chose dans le sport, c'est que ce qu'on gagne, avant de le gagner, on en dépense beaucoup, et puis une fois qu'on en gagne, on ne gagne pas d'argent très très longtemps. Si ces personnes sont connues, d'autres ont fait fortune sans que personne n'en parle vraiment. Jean-Luc Clémenté est gestionnaire de patrimoine. Les riches, il connaît. En général, les riches en Martinique, ce sont des entrepreneurs
qui gèrent des entreprises, qui gèrent des emplois. Mais qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas? Oui, donc il y a les visibles. Il y a les visibles qui ont les grandes entreprises avec les grandes enseignes qu'on connaît. Et puis il y a des petites entreprises qu'on connaît moins, parce qu'ils sont moins visibles. Mais ils ont beaucoup d'argent également ou pas? Oui, ils ont beaucoup d'argent et oui, ça peut être dans le BTP, ça peut être dans l'électricité, ça peut être dans la plomberie. Voilà, donc ce sont des belles petites entreprises qui sont bien gérées et qui génèrent de gros revenus. Des revenus qui peuvent aller jusqu'à combien? Des patrimoines qui peuvent aller jusqu'à quoi? 5 millions d'euros et plus. Les films, ça ne m'intéresse pas tellement. Ma femme qui aime les films, elle veut dire comme Colombo, ma femme qui aime le cinéma. Vous avez une idée de votre patrimoine? Bien sûr, je connais mes affaires, mais c'est des choses qu'on ne dit pas. En France, aux États-Unis, on en a Amérique. honte de ça en France? Hein? Comment? En France, on a honte, c'est quelque chose qu'on cache, l'argent? En France, on cache. Aux États-Unis, on le dit. Mais nous sommes français, alors c'est pourquoi je ne dis rien. Le plus souvent, richesse rime avec discrétion. Montrer qu'on a de l'argent, c'est compliqué. Pas seulement en Martinique, en France de façon générale. Donc en général, les gens sont très discrets. Alors effectivement, dans leur fonctionnement de vie de tous les jours, il y a des signes extérieurs de richesse. C'est des voitures, c'est des bateaux. Et je dirais même un bémol, parce qu'aujourd'hui, l'accès au crédit est tellement, on va dire, facilité que des gens parfois conduisent de belles voitures et ne sont pas forcément riches. Ont des bateaux, ne sont pas forcément riches. Si l'argent est un sujet souvent tabou, le statut social et les signes extérieurs de richesse demeurent importants dans notre île. Voitures, bateaux ou encore bijoux deviennent une façon de montrer que l'on a réussi sa vie, quel que soit son niveau de richesse. Alex a 47 ans, il est chauffeur de taxi. Avec un salaire de près de 3 000 €, cette voiture le fait rêver. On se sent bien quoi, quand on est dans une belle voiture. Déjà, et pour être vu aussi, vous êtes dans une belle voiture, les gens vont vous regarder. Forcément, quand vous passez. C'est important justement le côté un peu social, qu'on vous regarde et qu'on se dise, ben tiens, il a réussi sa vie? Ouais, ici c'est ça qu'ils disaient. En fait, dès que vous avez une voiture comme ça, soit vous avez gagné de l'argent, ou bien bon. Mais ils disent que vous avez bien gagné. La consommation, elle n'est pas seulement, elle n'a pas seulement pour objectif de satisfaire, si vous voulez, un besoin d'être dans une forme, dans un certain usage, mais elle a une fonction ostentatoire, se montrer et dire qu'on appartient en tout cas qu'on a les moyens de se payer ce type de voiture. Une voiture ostentatoire, témoin d'une réussite sociale qu'il faut afficher à tout prix. Une voiture haut de gamme, symbole qui résiste à la crise. Ce qu'on peut constater, c'est que même s'il y a une baisse générale du marché automobile, les marques premium n'ont pas ou quasiment pas baissé. Illustration de ce phénomène social, les clients. Est-ce que plus on est riche, plus on achète une grosse voiture ou pas nécessairement? Pas toujours. Pas toujours. Après, ça dépend. On voit des écarts de comportement, notamment avec les lisseurs, puisqu'il y a des véhicules de marque, et pas seulement dans l'automobile d'ailleurs, des études qui ont été faites là-dessus qui montrent que dans la partie premium, même en dehors de l'automobile, la partie premium est plus importante en Guadeloupe qu'en Martinique. Donc ça peut être lié à une certaine discrétion voulue par cette catégorie de clientèle. En Martinique en tout cas. En Martinique, oui. Certains événements sont des vitrines. Mercury Day, plus d'1 millier de personnes. Ici, si la fête est importante, se montrer l'est tout autant. On va dire, ce sont des gens normaux, hein. Ils dépensent comme tout le monde, mais ils ont plus de facilité.
Donc plus de facilité à se déplacer, à faire on va dire, de dépenser ailleurs qu'en Martinique, à investir dans d'autres pays, soit francophones, soit hispanophones, soit anglophones. Mais bon, ils vivent comme vous, mais ils vivent de façon plus aisée. Pour dépenser beaucoup ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas sur une plage qu'on dépense. On dépense sur l'île en achetant des biens. C'est pas tous les jours qu'on va acheter un nouveau bateau ou une nouvelle voiture pour les riches. Enfin bon. Ou bien oui, peut-être agrandir la maison ou investir pour ses enfants. Parce que les gens aisés, oui, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent beaucoup pour leurs enfants. Et ça, c'est super. Des riches discrets, mais souvent stigmatisés. C'est le revers de la médaille pour ceux qui réussissent. Quand j'étais jeune et que j'étais un enfant bâtard, j'étais méprisé de tout le monde. Maintenant que j'ai essayé de me défendre, comme on dit, vous êtes aussi montré du doigt parce qu'il est exploiteur, parce que ceci, parce que cela. Alors pour certains, la solution est simple. Il vaut mieux ne pas essayer d'être riche. On a eu des avions, des C6, des C3, des cargos de plus de 3000 tonnes, 6000 tonnes. Mon grand-père était l'importateur exclusif de sel, de ciment, il a importé le zébu. Il a eu beaucoup d'argent. Eh bien, il a passé toute sa vie à travailler comme un fou et il a tout perdu en quelques années suite peut-être à une mauvaise structure ou une mauvaise gestion. Il a été refaire sa vie ailleurs, il a quitté la Martinique. Et en fait, on a eu quoi de plus? Une maison un peu plus grande, mais on part le matin, on se voit peu. Donc oui, avoir d'argent, c'est très sympa, mais ça demande tellement de contraintes par ailleurs, ça demande tellement de privations sur sa vie de famille, etc. Il faut savoir choisir entre la qualité et le quantitatif. Donc moi finalement, qui fait partie, disons, de la classe moyenne, j'ai pas honte à le dire, le soir, je rentre pas à des heures incongrues chez moi, et le week-end, je suis pas trop stressé. Voilà, j'ai une vie plutôt, c'est sûr, je voyage moins que les autres, mais avoir de l'argent, est-ce que c'est la panacée? Nous sommes de retour, je suis en compagnie de Marcel Ozna. Marcel Ozna, bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter brièvement, vous êtes président-directeur général du groupe Librairie Antillaise, vous êtes également PDG de l'entreprise agroalimentaire Comia, mais aussi membre du Conseil économique, social et environnemental national. C'est bien ça? C'est exact. Un beau parcours? C'est un parcours. Alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes riche? Alors tout dépend de ce qu'on met dans le vocabulaire de riche. Je suis un homme heureux, épanoui, parce que je crois que j'ai réussi un certain nombre de choses dans ma vie. Et je pense que la réussite ne se mesure pas à la richesse sur le plan pécunier, mais ça se mesure à ce qu'on a réalisé dans sa vie. C'est marrant parce que tous les, entre guillemets, riches ou les gens qui ont un petit peu d'argent sont toujours un petit peu gênés de dire qu'ils sont riches. Non, je ne suis pas gêné par rapport à l'argent, parce que tout l'argent que j'ai, c'est un argent que j'ai gagné, parce que j'ai travaillé pour le gagner, donc je n'ai aucun complexe là-dessus. Mais je crois que c'est une erreur d'assimiler la richesse matérielle avec la réussite. On ne peut pas imaginer que quelqu'un, par exemple, qui gagne le gros lot au loto, se retrouve riche, mais a-t-il réussi dans la vie? Sans doute pas. Donc ce sont deux choses très différentes. D'accord. Alors vous avez réussi et vous êtes un petit peu riche quand même? Oui, j'ai des revenus qui sont, je crois, suffisamment confortables pour que je puisse avoir une vie aisée. Alors justement, dans la réalisation du sujet, on a essayé de contacter beaucoup de personnes qui ont de l'argent, à savoir Bernard Ayotte, Patrick Fabre, Léo Yohen, Jean-Michel Egésip. Quelqu'un dont on ne parle pas, mais qui a fait fortune dans le BTP, M. Ramdas. Ça a été très compliqué. Pourquoi une telle discrétion? Eh bien parce que je crois que nous avons, vous l'avez dit, en France, un rapport assez complexe à l'argent. Et que c'est vrai que dans la société française et martiniquaise, qui est encore un format réduit, on a toujours une grande réserve à montrer l'étendue de sa fortune. C'est d'autant plus vrai que les gens perdent de vue qu'en général, ceux qui ont fait fortune sur le plan financier l'ont fait parce qu'ils ont investi, parce qu'ils ont pris des risques et qu'ils ont travaillé. Et est-ce que vous pensez qu'en Martinique, c'est plus compliqué d'être riche qu'en métropole? Non, je ne crois pas. La complication vient de ce que très souvent, et je crois que vos reportages le montrent bien, dans nos mentalités, nous sommes un peu coincés par le phénomène béquet. En pensant que les béquets sont riches parce que l'histoire a fait qu'ils avaient un certain nombre d'atouts. Et ça bloque quelquefois les initiatives que pourraient prendre les Antillais. Mais je crois qu'aujourd'hui, les jeunes générations s'investissent de plus en plus, créent de plus en plus d'emplois. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, on va se décomplexer par rapport à cette notion de riche. Alors, pour parler encore un petit peu des riches, parce que vous les connaissez, les gens se posent beaucoup de questions, à savoir, est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Bernard Ayotte va faire ses courses,
Est-ce qu'il a un chauffeur? Est-ce qu'il a un peu une vie entre guillemets de star? Mais contrairement à ce qu'on croit, là encore, le fait d'avoir des revenus substantiels et d'être riche, pour votre expression, n'empêche pas de mener une vie tout à fait normale. Il se trouve que par ailleurs, vous citez quelqu'un que je connais particulièrement bien, qui est d'une simplicité absolument extraordinaire. C'est un homme qui est d'abord un homme très exigeant. Et je crois que c'est une qualité qu'on est chef d'entreprise, parce que si, quand vous avez un peu d'ambition, un peu de perspective, vous n'avez pas de l'exigence dans ce que vous faites, vous ne réussissez pas. Donc c'est un homme qui est exigeant, d'abord par rapport à lui-même, exigeant avec les autres, et c'est surtout un homme qui est particulièrement audacieux. Et qui fait qu'il a réussi aujourd'hui, parce qu'il faut quand même rappeler que malgré le nom qu'il porte, il n'est pas parti avec la fortune qu'il a. Il a en quelques 40 ans construit cette fortune. Je peux en parler parce que j'ai fait mon premier stage, comme par hasard, chez Bernard Hinault. Il était en train de monter ses affaires. Donc il a, pendant une quarantaine d'années, bâti un véritable empire, on peut le dire. Et alors comment réussir? Est-ce qu'on peut encore devenir riche aujourd'hui en Martinique? Oui, je crois qu'on peut y réussir. Et j'ai donné les ingrédients. D'abord, il faut travailler. On n'a rien facilement, sauf comme je le disais à jouer au loto. Il faut travailler. Quand on travaille, il faut travailler avec beaucoup d'ambition. Et troisièmement, il faut savoir prendre des risques. En sachant que quand on prend des risques, on peut réussir, on peut ne pas réussir. Mais sans prise de risque, il n'y a pas de réussite. Et vous êtes bien concerné puisque vous êtes parti de rien et vous avez entre guillemets... Oui, j'ai pris un certain nombre de risques et je suis entouré, je dois le dire, de collaborateurs qui m'ont aidé à faire ce bout de chemin. Alors une dernière question, il y en a qui considèrent que le marché local est plutôt cadenassé et qu'en fait il faudrait partir et s'exporter. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Les deux réalités sont exactes. C'est vrai que le marché aujourd'hui commence à être bien occupé, bien saturé, mais il y a encore des niches qu'on peut occuper, mais il ne faut pas non plus qu'on regarde en permanence notre nombril. Le monde peut nous appartenir et il faut aujourd'hui qu'on aille s'expatrier là où il faut. Marcel Ozna, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne soirée à tous sur ATV.